La lumière est basse. Pas celle d'une scène de cinéma. Pas celle des journaux qui, plus tard, transformeront un nom en légende. Une lumière réelle, fatiguée, presque humide, qui tombe sur les murs d'une villa de Floride au milieu des années 1940. Il y a le bruit du vent près de l'eau. Le froissement discret des palmes. Le cliquetis lointain de vaisselle dans une maison où l'on se déplace à voix basse. Et puis, dans une pièce à moitié ouverte sur le soir, un homme assis. Un homme encore massif, mais ralenti. Le visage gonflé par le temps. Le regard troué d'absence. Les gestes moins sûrs qu'autrefois. Par moments, il semble reconnaître la pièce. Par moments, non. Cet homme, quelques années plus tôt, faisait trembler Chicago. Son nom suffisait à déplacer l'air dans une salle. Son ombre passait sur les bars clandestins, les entrepôts, les bureaux de police, les couloirs du pouvoir local, les colonnes des journaux, et jusque dans l'imagination américaine. Al Capone. Le gangster le plus célèbre du monde. Le roi de Chicago. Le visage public d'un empire de peur, d'argent et de sang. Et pourtant, la scène que l'histoire retient mal n'est pas celle d'un roi debout. Ce n'est pas le bruit des voitures noires dans la nuit. Ce n'est pas le claquement sec des armes automatiques. Ce n'est pas le luxe insolent d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Ce n'est même pas le frisson de la Saint-Valentin sanglante, ni les photographes massés pour capter l'image du monstre moderne. La scène la plus dérangeante est peut-être celle-ci. Un homme qui a régné sur la peur et qui finit dans le brouillard. Un homme que l'Amérique entière croyait connaître, et qui, à la fin, n'est déjà plus tout à fait lui-même. Comme si le personnage avait mangé l'homme. Comme si le mythe, à force de grossir, avait vidé ce qu'il restait derrière le nom. Car c'est cela, peut-être, le vrai dossier Capone. Pas seulement l'ascension d'un gangster. Pas seulement la chronique de ses crimes. Mais l'histoire d'une société qui a fabriqué un monstre visible parce qu'elle tolérait, en profondeur, un désordre beaucoup plus vaste. L'histoire d'un pouvoir criminel qui n'a pas poussé dans le vide, mais dans les failles d'une ville, d'une époque et d'un pays qui prétendait défendre la loi tout en apprenant à vivre avec son contraire. L'histoire, surtout, d'une chute bien plus ironique que la légende. Car tout le monde croyait qu'un homme pareil finirait sous les balles. Dans un règlement de compte. Dans une embuscade. Dans une rue sombre. Dans une revanche spectaculaire à la mesure de sa violence. Mais la réalité est plus froide. Plus sèche. Plus humiliante aussi. On n'a pas vraiment abattu Al Capone comme on abat un roi de gang. On l'a démonté autrement. Par les marges. Par les chiffres. Par la patience. Par tout ce qui paraît terne face au théâtre du crime, mais qui, parfois, tue un empire plus sûrement que les armes. Alors la question de cette nuit n'est pas seulement de savoir ce qu'Al Capone a fait. La vraie question est plus inquiétante. Comment un homme a-t-il pu devenir, à la fois, un entrepreneur du crime, une célébrité populaire, un symptôme urbain, un embarras national et enfin un corps usé que sa propre légende avait déjà dépassé? Et surtout, qu'est-ce que sa fin raconte vraiment? La chute d'un individu? Ou l'autopsie d'un système qui l'a laissé prospérer jusqu'au point où il était déjà trop tard pour feindre la surprise? Parce qu'au fond, Al Capone n'est pas seulement une histoire de gangster. C'est une histoire américaine sur la manière dont l'argent clandestin se déguise en ordre, dont la violence se banalise quand elle enrichit trop de monde, et dont un pays peut transformer un prédateur en spectacle avant de prétendre découvrir qu'il était dangereux. Et lorsque le rideau tombe, ce n'est pas seulement un homme qui s'effondre. C'est tout ce qui l'a rendu possible qui remonte avec lui à la surface. Avant d'aller plus loin, il faut poser une règle. Pas une règle de tribunal. Pas une règle de police. Une règle de nuit. Cette histoire ne se raconte pas comme une simple succession de dates, de fusillades, d'arrestations et de gros titres. Parce qu'Al Capone n'est pas seulement un nom posé sur une série de crimes. Et Chicago, à l'époque, n'est pas seulement le décor spectaculaire d'une guerre entre gangs. Si l'on avance trop vite, on ne voit que le bruit. Si l'on ralentit un peu, on commence à voir la machine. Et cette nuit, c'est cette machine qu'on va ouvrir. On ne va donc pas seulement raconter ce qu'Al Capone a fait. On va essayer de comprendre pourquoi un homme pareil a pu devenir, pendant un temps, plus qu'un criminel. Pourquoi il a pu devenir un centre de gravité. Pourquoi son pouvoir a semblé si vaste. Pourquoi tant de gens ont vécu à son ombre, parfois contre lui, parfois grâce à lui, parfois sans vouloir savoir d'où venait l'argent qui faisait tenir une partie de la ville. Et pourquoi, à la fin, sa chute a révélé quelque chose de plus vaste que son seul destin. Il faut prendre le chemin dans le bon ordre. D'abord, revenir au sol même de cette histoire. À la ville. À ses flux. À ses quartiers. À ses entrepôts. À ses routes. À ses bars clandestins. À ses frontières poreuses entre l'économie légale et l'économie de l'ombre. Parce qu'un empire criminel ne flotte pas dans l'air. Il s'appuie sur une géographie, sur des trajets, sur des habitudes, sur des goulets d'étranglement très concrets. Puis il faudra regarder qui vivait de quoi. Qui buvait. Qui achetait. Qui transportait.
qui fermait les yeux, qui prenait sa part, qui perdait la sienne. Car un gangster de cette taille n'existe jamais seul. Il pousse dans un terrain qui rémunère le silence, la vitesse, la peur et l'opportunité. Et ce terrain-là, il faut le comprendre avant de juger le monstre qui y a grandi. Ensuite, il faudra remonter vers les hommes. Pas seulement les grands noms que l'histoire a gardés, mais les rôles, les intermédiaires, les protecteurs, les rivaux, les policiers compromis, les figures politiques embarrassées, les journalistes fascinés, les commerçants qui profitent sans poser de questions, les citoyens qui détestent la violence mais s'accommodent des bénéfices du désordre. Car c'est là que commence la vraie difficulté. Tout le monde voit Capone, mais presque personne ne voit le système entier. Et pourtant, c'est lui qui compte. Après cela, il faudra observer le moment où la mécanique change de vitesse. Le point où Capone cesse d'être un homme ambitieux dans un monde sale pour devenir une puissance que la ville ne peut plus prétendre ignorer. Le moment où la violence n'est plus seulement un outil parmi d'autres, mais un langage public. Le moment où la célébrité elle-même devient une arme. Car c'est là que le mythe prend forme. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'un mythe protège autant qu'il expose. Nous suivrons ensuite les engrenages. L'argent, l'alcool, la corruption, la loyauté achetée, la peur distribuée, la réputation entretenue comme une marque avant même que le mot n'ait ce sens moderne. Nous verrons comment un empire ne se contente pas de terroriser. Il administre, il organise, il paie, il compense, il infiltre, il normalise. Et c'est précisément pour cela qu'il devient si difficile à arracher. Mais il faudra aussi regarder l'autre mouvement. Le retournement. Le moment où ce qui faisait la force commence à devenir une faiblesse. Le moment où la visibilité attire l'attention fédérale. Où la brutalité fatigue l'opinion. Où les fissures administratives, les comptes, les habitudes, les traces, commencent à faire plus de dégâts qu'une guerre de rue. Car la vraie chute de Capone ne ressemble pas à la légende qu'il avait lui-même aidé à construire. Et enfin, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'à la prison. Jusqu'à l'usure. Jusqu'à la lente décomposition physique et mentale. Jusqu'à cette fin presque irréelle d'un homme qui avait semblé plus grand que la ville, puis plus grand que son époque, avant de redevenir un corps diminué dans une maison silencieuse. À ce stade, la question ne sera plus seulement « Comment un gangster est tombé ?» La vraie question sera « Qu'est-ce qu'une société révèle sur elle-même lorsqu'elle fabrique un monstre, le transforme en spectacle, puis prétend n'y voir qu'une aberration individuelle ?» Si vous aimez les histoires qui prennent le temps de respirer, de relier les détails, de suivre la logique cachée derrière les visages et les unes de journaux, vous êtes exactement à votre place. Ici, on ne cherche pas seulement le frisson d'un dossier noir. On cherche le mécanisme. Et dans cette histoire, le mécanisme est plus inquiétant que le personnage. Installez-vous. Laissez le bruit du jour dehors. Cette nuit, on ne raconte pas seulement qui était Al Capone. On remonte le fil. Pour comprendre Al Capone, il faut d'abord enlever son visage. Enlever le chapeau. Enlever le cigare. Enlever la cicatrice. Enlever la légende. Et regarder autre chose. Regarder la ville. Chicago n'est pas seulement un décor de film noir. C'est un nœud. Un point de passage. Un organisme de pierre, d'eau, de rails et de viande, posé au bon endroit au moment où l'Amérique industrielle apprend à avaler plus vite qu'elle ne digère. À l'est, les grands marchés, les banques, les flux venus de New York. À l'ouest, les plaines, les récoltes, les troupeaux, l'intérieur du continent. Au sud, la route des hommes, des marchandises, des opportunités et des fuites. Au nord, le lac Michigan, large comme une fausse mer, froid, ouvert, relié à tout un système de circulation qui fait de la ville un point d'articulation plus qu'une simple métropole. Quand on regarde une carte, on comprend tout de suite pourquoi Chicago attire l'argent. Mais il faut regarder plus longtemps pour comprendre pourquoi elle attire aussi les empires sales. Une ville qui reçoit beaucoup. Une ville qui redistribue vite. Une ville où l'on peut faire entrer, stocker, transformer et ressortir presque n'importe quoi. Une ville où les distances ne sont pas immenses à l'échelle du continent, mais assez grandes pour fatiguer le contrôle. Entre Détroit, Milwaukee, Saint-Louis, Cicero et les quartiers sud et ouest de Chicago, ce ne sont pas seulement des noms sur une carte. Ce sont des couloirs, des relais, des zones de transit. Des points où l'autorité change de main, où l'on ferme les yeux, où l'on paie pour ne pas poser de questions. Le crime organisé ne triomphe pas d'abord dans le chaos absolu. Il triomphe là où l'ordre matériel fonctionne assez bien pour être exploité. Les trains arrivent. Les entrepôts existent. Les docks travaillent. Les routes se chargent. Les camions roulent. Les registres se tiennent. Les quartiers obéissent à des routines. Les hommes savent qui livre, qui paie, qui protège, qui surveille. Autrement dit, Capone ne s'installe pas dans une ville brisée. Il s'installe dans une ville efficace,
Et il détourne cette efficacité. Le climat lui-même compte. L'hiver de Chicago coupe, ralentit, raidit. Le vent du lac nettoie l'air mais durcit les gestes. La neige et le froid rendent visibles certaines circulations et en cachent d'autres. Les nuits sont longues. Les trottoirs brillent. Les moteurs restent allumés. Et dans cette ville de froid, l'alcool n'est pas seulement un vice. Il devient une demande stable, sociale, presque ordinaire. Or c'est cette demande, alimentée par la prohibition, qui va transformer la géographie urbaine en réseau clandestin. Car à partir de 1920, le vrai produit qui traverse la ville n'est pas seulement la marchandise. C'est l'illégalité rentable. Il faut imaginer une ligne. Pas une ligne abstraite. Une ligne très concrète. Des cargaisons venues du Canada ou d'autres points d'approvisionnement. Des relais vers les abords de la ville. Des véhicules qui entrent. Des garages. Des caves. Des bars cachés derrière des façades ordinaires. Puis l'argent qui repart dans l'autre sens. Liquide. Rapide. Découpé. Redistribué. Blanchi par fragments. Une route de l'alcool vers les quartiers. Une route de l'argent vers les chefs. Une route de la peur vers ceux qui hésitent. C'est cela, la logistique réelle du pouvoir de Capone. Et comme toujours, tout tient sur quelques points sensibles. Les points de stockage. Les lieux de passage. Les intersections politiques. Les banlieues où la juridiction se complique. Cicéro, par exemple, n'est pas seulement un nom attaché à Capone dans l'histoire populaire. C'est un type d'espace parfait pour ce genre de puissance, assez proche pour contrôler Chicago, assez distinct pour déplacer certaines opérations, assez poreux pour transformer l'extérieur de la ville en prolongement de son système nerveux. On imagine volontiers le pouvoir mafieux comme une pure domination verticale. Mais dans une grande ville moderne, il dépend aussi de la vitesse de l'information. Qui sait quoi? Qui sait quand? Qui a le temps de prévenir? Qui ose transmettre? Qui arrive trop tard? Dans les années 1920, tout circule plus vite qu'autrefois, mais pas assez vite pour empêcher qu'un entrepôt change de fonction dans la nuit, qu'un camion disparaisse avant l'aube, qu'un quartier comprenne trop tard qui tient réellement la rue. Cette légère lenteur du contrôle fait partie du système. Le pouvoir légal existe. Le pouvoir réel, lui, bouge plus vite à courte distance. Tôt le matin, dans un quartier de Chicago encore gris de brume, un employé ouvre une porte métallique sur une cour intérieure. Il n'est ni gangster ni policier. Juste un homme qui travaille. Il voit des caisses. Il entend un moteur tourner quelques secondes de trop. Il reconnaît un visage qu'il a déjà vu 2 fois cette semaine. Il baisse les yeux. À quelques rues de là, un commerce s'apprête à servir des clients avant la tombée du soir. Plus loin encore, dans un bureau propre, quelqu'un comptera l'argent qui n'a officiellement jamais existé. La ville s'éveille. Tout semble normal. Et pourtant, l'itinéraire est déjà en place. Le vrai territoire de Capone n'est pas seulement Chicago. C'est la circulation. Le trajet. Le temps de transit. Le point aveugle entre 2 autorités. La minute pendant laquelle personne ne regarde vraiment. Un empire pareil ne s'élève pas d'abord sur le charisme. Il s'élève sur les flux. Et ce qu'il protège, au fond, ce n'est pas un homme. C'est un passage. Une ville ne nourrit pas un empire criminel seulement parce qu'elle est grande. Elle le nourrit parce qu'elle paie. Parce qu'elle consomme. Parce qu'elle hiérarchise les vies. Parce qu'elle distribue les risques vers le bas et les bénéfices vers le haut. Et dans le Chicago des années 1920, cette mécanique sociale est déjà en place bien avant que le nom de Capone ne devienne une obsession nationale. Il faut regarder la ville comme un empilement. Tout en bas, il y a les vies serrées. Les familles ouvrières. Les dockers. Les chauffeurs. Les manutentionnaires. Les garçons de course. Les femmes qui font durer un budget trop court. Les immigrés récents qui apprennent vite qu'en Amérique, on peut travailler beaucoup sans jamais vraiment sortir de l'angoisse du lendemain. Pour eux, la ville promet du mouvement, mais pas la sécurité. Un emploi peut tenir un mois, parfois moins. Le loyer tombe. La nourriture coûte. Le chauffage compte. Et l'alcool, dans ce monde-là, n'est pas seulement une fête. C'est aussi une soupape. Un commerce de quartier. Une habitude masculine. Une sociabilité. Une échappée. Quand l'État interdit ce produit sans supprimer le désir, il ne crée pas le vide. Il crée un marché. Au milieu, il y a toute la couche des intermédiaires. C'est elle qui intéresse le plus un homme comme Capone. Les propriétaires de bars. Les gérants de salles. Les transporteurs. Les comptables discrets. Les petits élus locaux. Les policiers mal payés. Les avocats qui savent où regarder et où ne pas regarder. Les grossistes. Les prêteurs. Les courtiers du silence. Ce ne sont pas des rois du crime. Ce sont les gens par qui le système devient praticable. Ils ne vivent pas forcément dans le luxe. Mais ils vivent à l'endroit exact où l'illégalité peut devenir un revenu régulier. Et tout en haut, il y a l'élite officielle. Les patrons installés. Les responsables politiques.
les investisseurs, les propriétaires plus propres en apparence. Tous ne travaillent pas avec le crime. Bien sûr que non. Mais tous vivent dans la même ville, au milieu des mêmes flux, avec la même tentation de ne pas trop interroger ce qui rapporte tant que l'ordre visible tient encore. La ville n'est pas divisée entre innocents d'un côté et gangsters de l'autre. Elle est stratifiée, reliée, traversée par des intérêts qui ne se ressemblent pas, mais qui finissent parfois par dépendre des mêmes circulations. Deux marchandises dominent cette époque. La première, c'est évidemment l'alcool. Pas l'alcool comme simple boisson, mais comme marchandise interdite devenue machine à cash. Lorsqu'un produit très demandé devient illégal, son prix ne monte pas seulement parce qu'il est rare. Il monte parce qu'il faut payer le risque. Le transport clandestin. Le stockage discret. La corruption. La protection. Le silence. Autrement dit, chaque bouteille contient désormais plus que son contenu. Elle contient un supplément d'ombre. Et ce supplément enrichit tous ceux qui contrôlent le chemin. La seconde marchandise clé, moins visible mais tout aussi importante, c'est le crédit social informel. La capacité à avancer de l'argent, à couvrir une perte, à promettre une faveur, à effacer une dette en échange d'une autre. Dans les quartiers, beaucoup de choses ne tiennent pas seulement sur la loi. Elles tiennent sur qui peut t'aider, qui peut faire pression, qui peut remplacer l'absence d'institutions fiables à petite échelle. Capone et ceux de son monde comprennent cela très bien. Ils ne vendent pas seulement une marchandise interdite. Ils vendent aussi de la continuité, une protection, une rapidité, une réponse. Dans certains espaces, c'est précisément ce que l'État donne le moins bien. Dans le monde légal, un produit vaut ce qu'il coûte à produire, à transporter, à distribuer, avec une marge. Dans le monde de la prohibition, il faut ajouter autre chose, le prix de la peur. Plus le danger augmente, plus la marge grimpe. Plus la police saisit, plus ceux qui restent peuvent vendre cher. Plus un quartier est disputé, plus la protection coûte. Plus un circuit est fragile, plus ceux qui le tiennent deviennent indispensables. Le paradoxe est là. Ce qui devrait freiner le commerce clandestin peut, jusqu'à un certain point, le rendre encore plus rentable. Mais cette rentabilité n'est pas répartie de manière égale. Le client paie plus cher. Le petit intermédiaire prend un risque immédiat. Le policier compromis gagne un complément. Le bar clandestin survit ou prospère. Le transporteur espère ne pas être celui qu'on arrête. Et tout en haut, les chefs accumulent des marges qui n'ont plus rien à voir avec le travail ordinaire. Même produit. Deux mondes. Dans l'un, on compte les pièces sur la table de cuisine. Dans l'autre, on compte les liasses dans une arrière-salle. Un soir d'hiver, dans un appartement modeste, une mère pose sur la table un repas simple. Le pain. Un peu de viande si la semaine a été bonne. Une soupe. Un enfant parle trop fort. Le père rentre tard, fatigué, les épaules chargées de froid. Il a travaillé toute la journée. Il sait déjà qu'une partie de son salaire disparaîtra aussitôt entre le loyer, le charbon, la nourriture. Au coin de la rue, pourtant, un établissement sans enseigne claire remplit ses verres, fait tourner sa caisse, paie ses protections et distribue en une nuit l'argent qu'un foyer comme celui-là ne verra peut-être jamais en plusieurs mois. Même ville. Même nuit. Mais pas le même monde. Et c'est là que le désordre devient socialement supportable. Parce que beaucoup détestent la violence, mais envient la vitesse de l'argent. Parce que beaucoup condamnent les gangsters, mais tolèrent les commerces qu'ils font vivre. Parce que beaucoup savent, au fond, que la ville récompense moins honnêtement l'effort régulier qu'elle ne rémunère certaines prises de risques obscures. Capone n'invente pas cette frustration. Il s'y branche. Ce qu'il comprend avant d'autres, c'est qu'un marché illégal n'est solide que s'il s'enracine dans une société qui a déjà appris à vivre avec les écarts. Les écarts de revenus. Les écarts de protection. Les écarts de respectabilité. Les écarts entre ce que l'on condamne en public et ce que l'on consomme en privé. À partir du moment où trop de gens gagnent quelque chose au passage, le crime cesse d'être un scandale permanent. Il devient une habitude. Une ville peut être corrompue sans encore se croire perdue. C'est même souvent ainsi que les choses tiennent le plus longtemps. Non pas dans l'innocence, mais dans une forme de compromis intérieur. Une fatigue morale qui permet à chacun de continuer sa journée en se disant que le désordre n'est pas idéal, certes, mais qu'il reste encore supportable. Et dans le Chicago de l'ère Capone, ce compromis repose sur une question centrale. Qui a réellement le droit de donner des ordres, et au nom de quoi? Officiellement, la réponse est simple. L'ordre vient des institutions. De la ville. De l'État. Des tribunaux. De la police. Des élus. Des administrations qui parlent au nom de la loi et d'une certaine idée de l'Amérique. Une Amérique qui se veut disciplinée, productive, morale, civilisée, capable d'élever la société par la règle. Sur le papier, tout cela existe. Et ce cadre n'est pas fictif. Il y a bien des juges. Il y a bien des maires. Il y a bien des chefs de police. Il y a bien des sermons,
des proclamations, des campagnes de vertu. Mais entre l'autorité écrite et l'autorité ressentie, un écart s'est ouvert. Et c'est dans cet écart que des hommes comme Capone apprennent à respirer. Car ceux qui gouvernent sont loin d'être aimés uniformément. Les réformateurs moraux sont respectés par certains, moqués par d'autres. Les élus locaux sont utiles, mais souvent soupçonnés. La police inspire moins la confiance que la crainte ou le cynisme. Quant aux juges et aux procureurs, leur autorité dépend moins de leur fonction abstraite que de leur capacité réelle à faire exécuter ce qu'ils ordonnent. Dans une ville où beaucoup savent que l'argent circule plus vite que les principes, la légalité cesse d'être une évidence. Elle devient une négociation. Il faut ici parler de la croyance centrale de l'époque. Cette croyance, c'est l'idée qu'on peut moraliser la société par l'interdiction. Que la loi, à elle seule, peut redresser les habitudes, purifier les mœurs, discipliner les corps, réparer les familles, réduire la criminalité, assainir les villes. La prohibition n'est pas seulement une réforme technique. C'est une promesse morale. Presque une pédagogie nationale. On interdit l'alcool comme on prétend corriger un vice collectif. On ne cherche pas seulement à encadrer un produit. On veut transformer un peuple. Mais c'est précisément là que la fracture commence. Car une partie immense de la population ne partage pas cette croyance avec la même ferveur. Beaucoup boivent encore. Beaucoup ne voient pas l'alcool comme une faute métaphysique, mais comme une habitude sociale. Dans certains milieux, l'interdiction apparaît moins comme un progrès que comme une intrusion. Moins comme une élévation que comme une leçon imposée par des élites morales qui comprennent mal la vie concrète des grandes villes, des quartiers d'immigration, des routines populaires. Autrement dit, la loi veut dire « ceci est désormais inacceptable ». La société répond souvent « nous n'avons pas cessé de le vouloir ». Et quand une loi très visible entre ainsi en conflit avec un désir très ordinaire, il se passe quelque chose de décisif. Ce n'est pas seulement la règle qui vacille. C'est sa légitimité intime. Voilà pourquoi la prohibition fabrique plus qu'un marché noir. Elle fabrique du doute civique. Si la loi interdit ce que tant de gens continuent à consommer, si les policiers tolèrent parfois ce qu'ils devraient réprimer, si les élus condamnent en public ce que leur soutien fréquente en privé, si les notables dénoncent le vice mais bénéficient d'un ordre local qui tient tant bien que mal. Alors une question s'installe partout sans se dire ouvertement, la loi est-elle encore une ligne morale, ou seulement une façade que l'on contourne selon ses moyens? C'est ici qu'entre la peur collective. Pas une peur simple. Pas seulement la peur du gangster. La peur du désordre diffus. La peur que la ville échappe. La peur des bandes rivales. La peur de la violence importée dans le quotidien. La peur aussi, plus sourde, que les institutions soient déjà moins solides qu'elles ne le prétendent. Dans les grandes métropoles américaines de cette époque, il existe une anxiété continue. L'idée que l'ordre moderne peut se fissurer très vite si l'autorité recule, et que derrière la façade des vitrines, des bureaux et des tramways, il n'y a peut-être qu'un équilibre provisoire. Mais cette peur a un effet paradoxal. Elle pousse certains à réclamer plus de répression. Et elle pousse d'autres à tolérer des puissances informelles tant qu'elles garantissent une forme de stabilité locale. Un commerce ouvre. Un quartier reste calme. Un intermédiaire règle un conflit. Une protection circule. Ce n'est pas légal, mais c'est efficace à court terme. Et beaucoup de systèmes pourrissent précisément de cette manière. Quand l'illégal paraît parfois plus rapide, plus lisible et plus opérationnel que le légal. Une salle municipale, tard dans la soirée. L'air est lourd. Les manteaux sont encore humides de pluie ou de neige fondue. Des hommes parlent bas autour d'une table. Un élu local veut éviter un scandale. Un représentant de la police insiste sur l'impossibilité de tout contrôler. Un autre évoque la pression de la presse. Quelqu'un glisse qu'il faut surtout éviter une flambée de violence avant les prochaines échéances politiques. Personne ne dit les choses entièrement. Personne ne croit tout à fait que la ville est propre. Personne non plus ne veut admettre à quel point elle dépend déjà d'arrangements invisibles. Pendant ce temps, dehors, dans les rues mal éclairées, les rumeurs circulent plus vite que les communiqués. On sait qu'il se passe quelque chose. On ne sait jamais tout. Et chacun complète le reste avec sa propre peur. C'est cela, le climat politique réel de l'histoire. Un système où l'autorité officielle existe encore, mais où sa crédibilité s'use. Un monde où la loi parle haut, mais convainc moins qu'avant. Un espace où le citoyen ordinaire n'adhère pas forcément au crime, mais s'habitue peu à peu à l'idée que la vérité du pouvoir n'est pas toujours là où elle s'annonce. Capone comprend cela très tôt. Il comprend qu'il ne suffit pas d'acheter des hommes. Il faut s'installer dans la zone grise entre la règle proclamée et la règle vécue. Il faut profiter du moment où une société n'a pas encore renoncé à sa morale officielle, mais ne croit déjà plus tout à fait à son efficacité. Le système n'est pas encore tombé, mais il est déjà tendu. À ce stade, une erreur serait de croire que l'histoire d'Al Capone est l'histoire d'un seul homme entouré de silhouettes secondaires. Un empire n'est jamais un portrait isolé. C'est une composition. Un équilibre instable entre des hommes, des intérêts, des fidélités, des peurs et des utilités réciproques.
Et si l'on veut comprendre pourquoi Capone a pu devenir plus qu'un gangster, il faut maintenant regarder la scène comme une carte de force. Au centre, bien sûr, il y a Capone. Pas encore le mythe figé des affiches et des films. Pas encore l'icône déjà prête à être imitée. Mais un homme qui comprend très vite plusieurs choses à la fois. D'abord, que le crime moderne ne se contente pas de brutalité. Ensuite, que dans une grande ville, la visibilité peut devenir un instrument de pouvoir. Enfin, que l'argent n'est jamais vraiment solide tant qu'il ne transforme pas les autres en dépendants. Capone n'est pas seulement violent. Il est organisateur. Il lit les rapports de force. Il sait à qui parler durement, à qui sourire, à qui promettre, à qui faire peur. Ce n'est pas un simple homme de main qui serait monté par hasard. C'est un animal de système. Mais aucun animal de système n'émerge sans précepteur. Avant Capone pleinement installé, il y a Johnny Torrio. Torrio représente quelque chose de décisif. La transition entre la brutalité de bande et la rationalité de l'entreprise criminelle. Il n'est pas seulement un aîné. Il est une méthode. Avec lui, le crime ne consiste plus seulement à prendre. Il consiste à structurer. À pacifier certains circuits pour mieux en rentabiliser d'autres. À transformer des rivalités locales en architecture de profit. À comprendre que l'efficacité et la discrétion valent parfois mieux qu'une démonstration permanente de force. Capone, dans cette configuration, n'arrive pas dans le vide. Il hérite d'une école. Il hérite d'un langage. Et surtout, il hérite d'une manière de penser le pouvoir comme gestion plus que comme explosion. Autour d'eux, il y a les hommes du milieu. Ceux que l'histoire retient moins, mais sans lesquels rien ne fonctionne. Les chauffeurs. Les convoyeurs. Les comptables officieux. Les gardes du corps. Les relais de quartier. Les responsables de points de stockage. Les propriétaires de lieux qui prêtent une salle, une cave, une arrière-cour. Les visages suffisamment loyaux pour être utiles, suffisamment remplaçables pour être exposés. Dans toute organisation de ce type, la hiérarchie tient parce que le risque descend plus vite que le bénéfice. Le sommet accumule. La base encaisse. Capone peut paraître surpuissant, mais sa puissance repose aussi sur cette armature anonyme. Des hommes qui transportent, attendent, observent, préviennent, paient, frappent si nécessaire, et surtout rendent possible la continuité du système sans jamais devenir eux-mêmes le système. En face, il n'y a pas un ennemi unique. Le monde de Capone n'est pas un duel chevaleresque entre deux camps propres. C'est une constellation de rivaux. Des bandes. Des chefs. Des quartiers. Des intérêts concurrents. Des alliances temporaires. Des haines qui peuvent être suspendues, puis rallumées. Et parmi ces figures, certaines prennent une valeur symbolique particulière. Bug Moran, par exemple, n'est pas seulement un nom dans la galerie des adversaires. Il devient le visage d'un autre ordre criminel, d'une autre manière d'occuper le terrain, et d'une rivalité qui finit par condenser une partie de la violence de l'époque. Dans ce genre d'univers, l'ennemi compte moins comme individu que comme fonction. Il sert à définir jusqu'où l'on doit aller pour montrer qu'on reste le plus fort. Mais il existe un autre camp, plus ambigu encore. Le camp des institutions. La police, d'abord. Pas comme bloc homogène. Comme mosaïque. Certains veulent agir. D'autres se découragent. D'autres encore négocient, tolèrent, prélèvent, arrangent. Dans beaucoup de récits simplifiés, on oppose le gangster corrompu au policier intègre. La réalité est plus trouble. Il y a des policiers honnêtes dans un appareil poreux. Des hommes fatigués dans un système sous-financé ou politiquement dépendant. Des fonctionnaires qui croient encore à la loi. D'autres qui ne croient plus qu'à la paix ou à la survie. Pour Capone, cette diversité n'est pas un problème. C'est une opportunité. Plus l'institution est fragmentée, plus elle peut être contournée morceau par morceau. Viennent ensuite les élus. Eux non plus ne forment pas un bloc. Certains ont besoin d'afficher la fermeté. D'autres ont besoin de tenir leur base locale. D'autres encore préfèrent le calme à la vérité. Tant que les affaires tournent, que la ville n'explose pas complètement, que le scandale reste gérable, beaucoup choisissent de traiter le problème comme une nuisance fluctuante plutôt que comme une guerre à mener jusqu'au bout. Un homme comme Capone prospère dans cette hésitation. Il n'a pas besoin que tous les élus soient achetés. Il lui suffit qu'ils ne veuillent pas tous voir clairement en même temps. Puis il faut ajouter un acteur que l'on sous-estime souvent, la presse. La presse ne crée pas Capone à elle seule. Mais elle l'agrandit. Elle le découpe en images. Elle lui donne une circulation symbolique qui dépasse de loin le rayon d'action concret de ses opérations. Dans les colonnes, sur les photos, dans les récits répétés, le gangster cesse d'être un chef local pour devenir un personnage national. Cette médiatisation ne le protège pas toujours. Elle attire aussi l'attention. Elle scandalise. Elle pousse les autorités fédérales à comprendre qu'il ne s'agit plus seulement d'un désordre municipal. Mais avant de devenir un danger pour lui, cette exposition lui sert. Elle le transforme en présence. En mythe déjà presque consommable.
Et dans l'Amérique moderne, être regardé, même avec répulsion, commence souvent par donner de la force. Il reste enfin le plus vaste de tous les acteurs. Le plus diffus. Le plus décisif aussi. Le public. Des gens qui condamnent les fusillades mais aiment les histoires de puissance. Des lecteurs qui frissonnent devant le crime mais retiennent le nom du criminel plus facilement que celui du juge. Des habitants qui veulent l'ordre, mais continuent parfois à fréquenter les lieux que le désordre fait vivre. Des citoyens qui se disent révoltés, tout en nourrissant sans le savoir la demande de récits, de fascination, d'exception qui aide un homme comme Capone à sortir de sa simple condition de chef de bande. Dans une rue de Chicago, un soir, plusieurs mondes passent sans se confondre tout à fait. Un policier sait qu'il vient d'apercevoir un visage qu'il connaît, mais il n'est pas seul à décider. Un journaliste note un détail qui fera une ligne forte dans le journal du lendemain. Un élu reçoit un appel qu'il préfère ne pas comprendre complètement. Un patron de bar attend sa livraison. Un rival surveille un mouvement de voiture. Un homme de confiance de Capone compte les présences et les absences. Et, plus loin, des citoyens ordinaires lisent les nouvelles, répètent des noms, mesurent la peur à la distance entre leur quartier et le dernier scandale. Tout cela, ensemble, fait le système. Pas seulement les crimes. Les regards autour d'eux. Capone se tient au centre de cette carte, non parce qu'il contrôle tout parfaitement, mais parce qu'il sait comment chaque camp peut être utilisé contre un autre. Il utilise la lenteur des institutions. La fragmentation de la police. L'ambiguïté des élus. Le besoin d'argent des intermédiaires. La violence des rivaux. Et la fascination du public. Autrement dit, il ne domine pas seulement une bande. Il orchestre des déséquilibres. Il existe, dans toutes les grandes trajectoires criminelles, un moment trompeur. Un moment où l'on croit encore assister à une simple montée en puissance. Un élargissement de territoire. Une succession d'occasions bien exploitées. Une progression parmi d'autres dans un milieu déjà violent. Mais en réalité, quelque chose de plus profond se joue. L'homme ne grandit pas seulement. Il change de nature. Pour Al Capone, ce basculement n'est pas un instant unique. C'est une condensation. Une série de déplacements qui, mis ensemble, transforment un héritier ambitieux en centre de gravité. On ne devient pas le roi officieux d'une ville parce qu'on frappe fort. On le devient quand les autres commencent à réorganiser leur comportement autour de vous. Au départ, Capone appartient encore à un monde où l'autorité circule par étages. Il y a plus expérimenté que lui. Plus installé que lui. Plus prudent parfois. Le système qu'il rejoint ne lui appartient pas encore entièrement. Il y apprend. Il observe. Il comprend à quelle vitesse l'argent de la prohibition déforme les hiérarchies. Il voit aussi que la violence seule ne suffit pas. Trop de violence attire. Pas assez de violence invite au test. Il faut donc autre chose. Une intensité bien dosée. Une réputation assez lourde pour décourager, assez crédible pour faire payer, assez visible pour dissuader sans obliger à tuer chaque fois. Puis vient le moment où l'ancienne architecture cesse d'être stable. Les plus anciens s'usent. Certains se retirent. D'autres deviennent plus prudents. Le système, au lieu de ralentir, grossit. Et quand une machine grossit plus vite que ceux qui l'ont conçue, elle finit par exiger un autre type de chef. Quelqu'un qui ne se contente pas de gérer. Quelqu'un qui incarne. Quelqu'un qui accepte d'être vu. Torrio a pensé l'organisation. Capone comprend qu'à l'ère nouvelle, l'organisation doit aussi avoir un visage. C'est là que commence le vrai changement. Capone ne reste plus simplement dans l'ombre utile. Il occupe l'espace. Il parle plus haut. Il fait sentir qu'il n'est plus seulement un exécutant de haut rang. Il devient la surface visible d'un pouvoir qui, jusque-là, pouvait encore se dissimuler derrière les structures. Dans une autre époque, cela aurait pu être une erreur. Dans le Chicago des années 1920, c'est une stratégie. Car plus la prohibition enrichit les circuits clandestins, plus les conflits de territoire deviennent explosifs. Et dans ce monde, le territoire n'est pas seulement une question de rue. C'est une question de débit. De points de vente. De couloirs de transport. De fidélité locale. De protections achetées. De zones où l'on peut faire circuler l'alcool, l'argent et les ordres avec moins de friction. Chaque quartier bien tenu n'est pas seulement un quartier. C'est une veine. Chaque intermédiaire fiable n'est pas seulement un homme. C'est une valve. Et celui qui réussit à présenter son autorité comme inévitable finit par concentrer beaucoup plus qu'un simple pouvoir de nuisance. Au début, un nom circule. Puis il revient plus souvent. Ensuite, on ne demande plus seulement qui commande ici. On demande ce que lui en pense. Les rivaux calculent leurs mouvements à partir de sa réaction probable. Les alliés cherchent à se placer plus près. Les commerçants comprennent qu'il vaut mieux clarifier leur position. La police locale sait que chaque intervention peut désormais avoir un coût politique ou pratique plus élevé. Les journaux commencent à sentir qu'un personnage est en train d'émerger. Pas un bandit parmi d'autres. Un symbole. Le véritable incident déclencheur, c'est cela.
Pas simplement l'accession à un poste plus haut. Pas simplement le départ relatif d'un supérieur. Mais le moment où Capone cesse d'être contenu par une structure préexistante et commence à redéfinir lui-même la manière dont cette structure se présente au monde. Le moment où la ville ne voit plus seulement une organisation criminelle. Elle voit Capone. Cette transformation change tout. Car dès qu'un système clandestin s'identifie à un visage, il gagne en puissance psychologique. Il devient plus simple à raconter. Plus simple à craindre. Plus simple à vendre, aussi. Un homme seul ne peut évidemment pas faire tourner tout l'empire. Mais il peut donner au chaos une signature. Et cette signature a un effet immense sur les esprits. Elle permet aux alliés de se rallier, aux ennemis de se crisper, aux journalistes de dramatiser, aux autorités de personnaliser le problème. Autrement dit, elle accélère l'histoire. La célébrité contient déjà une faiblesse. Mais cette faiblesse, à ce moment-là, reste invisible. Pour l'instant, tout paraît fonctionner en sa faveur. La ville continue de consommer. L'argent continue d'entrer. Les circuits tiennent. Les protections opèrent. Les rivaux ne disparaissent pas, mais ils doivent désormais se définir contre lui. Même ses ennemis participent à sa montée en le reconnaissant comme le point principal de confrontation. Celui qu'on attaque sans cesse finit par apparaître comme le centre réel, même à ceux qui le détestent. Une arrière-salle, tard. L'air sent le tabac froid, le cuir humide, le papier manipulé trop de fois. Des hommes attendent. Pas dans la panique. Dans cette tension particulière où l'on sait qu'un ordre va tomber et que cet ordre réorganisera plusieurs quartiers à la fois. Quelqu'un entre, parle peu, transmet des consignes. Un point de livraison change. Un accord implicite devient obligation. Une dette sera récupérée autrement. Un intermédiaire devra choisir son camp. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est même pas une scène spectaculaire. Et pourtant, c'est à ce niveau que tout bascule. Parce qu'à partir du moment où plusieurs mondes attendent la même voie, cette voie a déjà franchi un seuil. Capone ne dirige pas encore tout. Mais il commence à devenir l'homme autour duquel trop de choses s'alignent. Jusque-là, beaucoup pouvaient encore penser que les affaires sales resteraient des affaires locales, intermittentes, contenues dans un univers séparé du reste. À partir du moment où Capone se cristallise comme figure centrale, la frontière entre le monde criminel et le monde public s'amincit. Le nom passe les murs. Il circule dans la presse. Il voyage dans les conversations. Il s'installe dans l'imaginaire national. Ce n'est plus seulement une autorité de terrain. C'est une présence américaine. La machine matérielle peut alors se mettre à tourner pleinement. Le plus dangereux, dans un empire criminel, ce n'est pas la violence visible. C'est le moment où la violence n'est plus le cœur du système, mais simplement l'un de ses outils. Le vrai cœur bat ailleurs. Dans les flux. Dans les marges. Dans les écarts de prix. Dans la capacité à transformer un besoin ordinaire en rente extraordinaire. Et dans le Chicago de Capone, cette transformation a un nom simple, la prohibition. Un soir, dans un quartier populaire, la lumière filtre à travers les rideaux d'un établissement sans enseigne claire. La porte s'ouvre, se referme. Les hommes entrent par petits groupes. Pas comme s'ils allaient commettre un acte héroïque. Comme s'ils allaient simplement retrouver une habitude. Un verre. Une table. Une chaleur. Une conversation que l'interdiction n'a pas supprimée. C'est là le premier secret du système. La loi a interdit l'offre visible. Elle n'a pas détruit la demande. Et quand une demande massive reste debout tandis que l'offre devient risquée, le prix change de nature. On ne paie plus seulement le produit. On paie le danger qui l'accompagne. Le transport caché. Le stockage. Le silence acheté. Le risque policier. La protection armée. Autrement dit, la bouteille n'est plus seulement de l'alcool. Elle est devenue une marchandise de rente. Avant l'interdiction, un commerce de boissons reste un commerce parmi d'autres. Après l'interdiction, chaque circuit clandestin correctement tenu peut dégager des marges sans rapport avec l'économie ordinaire. Dans certains segments du trafic, les profits montent si haut que même des pertes ponctuelles, des saisies ou des pots de vin massifs restent absorbables. Et plus la répression monte, plus les acteurs assez solides pour rester sur le marché deviennent puissants. La loi ne supprime donc pas automatiquement le commerce. Elle sélectionne les organisations capables de survivre à son coût. Pour Capone, c'est la clé. Il ne suffit pas d'entrer dans le trafic. Il faut tenir assez longtemps, assez fort, avec assez de protection, pour que le petit joueur disparaisse et que les gros absorbent la rente. Le marché clandestin ne se contente pas d'enrichir. Il concentre. À l'aube, un camion quitte un point de relais en périphérie. Des chargements fragmentés. Des itinéraires variables. Des points de chute qui changent. L'efficacité du système ne repose pas seulement sur la force. Elle repose sur la banalité. Sur la capacité à faire circuler une marchandise sale à travers des gestes qui ressemblent à la ville ordinaire. Pour gagner vraiment, il ne suffit pas de posséder des hommes armés. Il faut posséder des chemins. Un entrepôt. Un garage.
Un débit sûr. Un quartier où la police hésite. Une banlieue comme Cicero, utile précisément parce qu'elle permet de décaler l'activité sans sortir de l'orbite de Chicago. Un intermédiaire fiable sur un axe. Un chauffeur qui sait quand rouler. Un propriétaire qui comprend qu'il vaut mieux ne pas tout demander. Le territoire n'est donc pas seulement une surface à défendre. C'est une chaîne. Et dans une chaîne, certains points valent beaucoup plus que d'autres. Le bar visible compte moins que le lieu où la marchandise dort. La rue bruyante compte moins que l'embranchement discret. Le gros homme menaçant en façade compte moins que le contact silencieux qui assure la continuité d'une nuit à l'autre. Capone comprend très tôt cette vérité moderne. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui occupe le plus d'espace. Il appartient à celui qui contrôle les points de passage. Et parce qu'il contrôle les points de passage, il peut distribuer les privilèges. Qui reçoit? Qui attend? Qui est puni? Qui est remplacé? Qui devient dépendant? Tard dans la nuit, dans une pièce qui ne ressemble pas à une forteresse, on compte. Pas comme dans le cinéma. On compte parce que tout empire réel finit par se réduire à cela. Combien est entré? Combien a disparu? Combien doit être redistribué? Combien revient au point de protection? Combien sert à acheter du silence? Combien servira demain à réparer une perte, à compenser une saisie, à calmer un homme mécontent, à récompenser un autre? C'est ici que l'on voit la vraie supériorité des grandes organisations sur les bandes simples. Elles ne vivent pas seulement de coups. Elles vivent de trésorerie. Capone ne tient pas seulement parce qu'il inspire la peur. Il tient parce que l'argent circule assez bien pour transformer d'autres hommes en créanciers de sa stabilité. Un policier compromis a intérêt à ce que le flux continue. Un gérant clandestin aussi. Un transporteur aussi. Un élu local qui veut éviter le chaos immédiat aussi. Même ceux qui ne l'aiment pas commencent parfois à dépendre de la continuité du système plus qu'ils ne l'admettent. À partir de ce moment-là, le crime cesse d'être uniquement une menace extérieure. Il devient une infrastructure d'appoint. Une saisie n'est plus seulement une perte. C'est un coût intégré. Une arrestation n'est plus forcément une catastrophe. C'est un remplacement à organiser. Une fermeture n'est qu'un trou temporaire si le reste du réseau tient. Comme dans toute grande machine, ce qui compte n'est pas qu'aucune pièce ne casse. C'est que la machine continue quand une pièce casse. Pour un foyer ordinaire, pendant ce temps, les choses restent simples et cruelles. On paie le loyer. On calcule la nourriture. On voit certains hommes dépenser d'une manière incompréhensible. On comprend que quelque chose, dans la ville, rémunère plus vite l'ombre que l'effort. Et cette compréhension fait plus de dégâts qu'un seul coup de feu. Elle modifie l'imaginaire des possibles. La machine ne devient vraiment puissante que lorsqu'elle cesse d'être confinée à ceux qui l'ont construite. Tant qu'elle reste un trafic parmi d'autres, elle dérange. À partir du moment où ses effets se répandent dans toute la ville, elle change de statut. Elle ne concerne plus seulement les hommes du milieu. Elle reconfigure les réflexes ordinaires. Les prix. Les peurs. Les habitudes. Les loyautés. L'argent de l'alcool illégal commence à contaminer tout le reste. En fin d'après-midi, dans une rue commerciale, 2 établissements ferment à des heures différentes. L'un respecte encore des règles visibles. L'autre, derrière une façade presque banale, s'apprête à commencer sa vraie nuit. Un même quartier. 2 économies. Et peu à peu, la seconde impose son tempo à la première. Quand l'argent clandestin devient plus rapide que l'argent légal, il modifie les attentes de tout le monde. Le propriétaire veut davantage. Le fournisseur veut être payé plus vite. Le petit intermédiaire comprend qu'il gagnera plus à dévier qu'à rester propre. Le commerçant ordinaire voit ses charges monter dans un environnement où certaines activités supportent mieux les surcoûts parce qu'elles dégagent des marges énormes. Dans un tel contexte, le crime ne concurrence pas seulement la loi. Il concurrence aussi l'économie honnête. Plus les marges clandestines sont élevées, plus elles attirent les hommes utiles. Plus elles attirent les hommes utiles, plus l'offre clandestine devient fiable. Plus elle devient fiable, plus la demande reste forte. Et plus la demande reste forte, plus l'organisation peut payer pour se protéger et décourager la concurrence. Chaque succès du système produit les conditions de son succès suivant. Ce n'est plus une série de coups. C'est une boucle. Un soir, dans l'arrière-boutique d'un débit discret, un propriétaire prend une décision minuscule. Il accepte une nouvelle livraison. Pas une livraison spectaculaire. Une de plus. Parce qu'il a des factures. Parce qu'un voisin l'a déjà fait. Parce qu'il pense pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Parce que, de toute façon, tout le monde sait déjà. Cette décision paraît locale. En réalité, elle élargit le réseau. Le système se renforce précisément parce qu'il offre à chacun une petite solution immédiate. Un propriétaire cherche la survie. Un policier cherche un complément. Un transporteur cherche un client sûr. Un élu local cherche le calme. Chacun fait un calcul de court terme. Mais l'addition de ces calculs produit un désastre de long terme. La ville s'adapte. On sait qui appeler, qui éviter,
Quel détour prendre? À quelle heure certaines rues changent de nature? Où la police arrive vite? Où elle arrive tard? Où l'on parle bas? Où l'on se tait complètement? Ce savoir diffus devient une seconde carte de Chicago. Pas la carte officielle. La carte vécue. Puis vient le moment où la propagation cesse d'être seulement économique. Elle devient psychologique. Au croisement de deux avenues, tard dans la nuit, il y a davantage de voitures qu'on ne l'admettrait. Des hommes stationnent trop longtemps. Un coureur traverse avec une urgence trop calme pour être innocente. Un policier passe, ralentit, puis reprend sa route. Une femme presse le pas avec ses courses. Un adolescent observe plus qu'il ne devrait. Rien n'explose. Et pourtant la rue n'obéit déjà plus tout à fait au même ordre. Quand les habitants comprennent qu'un système parallèle existe vraiment, ils modifient leurs gestes. On rentre plus tôt. On choisit d'autres itinéraires. On parle autrement. On évalue plus vite les visages. On apprend ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qu'il vaut mieux ne pas avoir vu. Le crime n'a pas besoin de frapper chaque foyer pour gouverner un climat. Il lui suffit de devenir prévisible à certains endroits et imprévisible à d'autres. Plus la peur ordinaire s'installe, moins les témoins parlent. Moins les témoins parlent, plus les circuits clandestins agissent librement. Plus ils agissent librement, plus la rue s'habitue à leur présence. Et plus la rue s'habitue, plus l'autorité officielle perd de densité. La ville sent déjà qu'autre chose donne le rythme dans certains espaces. Et cette sensation fait plus de dégâts qu'un simple scandale. Parce qu'elle transforme la croyance collective. Elle enseigne que la règle existe, mais qu'elle n'est pas toujours la plus forte. À ce stade, le pouvoir officiel ne peut plus se contenter d'observer. Il ne s'agit plus seulement d'arrêter quelques hommes ou de fermer quelques lieux. Le système clandestin est devenu un fait urbain. Une infrastructure officieuse. Un rythme parallèle. Et plus on attend, plus il coûtera cher de prétendre que ce n'était qu'un problème local. La vraie menace n'est plus seulement Capone. La vraie menace, c'est que la ville commence à s'organiser comme si Capone devait durer. Jusqu'ici, le système de Capone a grandi comme grandissent beaucoup de puissances parallèles. D'abord dans les marges. Puis dans les habitudes. Puis dans les réflexes collectifs. L'argent a circulé. La peur a travaillé. La ville s'est adaptée. Les zones grises se sont élargies. Et pendant un temps, tout cela a pu donner l'illusion d'un équilibre sale, mais viable. Un désordre rentable. Un compromis honteux, mais fonctionnel. Or c'est précisément à ce moment-là qu'un autre mécanisme commence. Le pouvoir officiel entre dans la pièce. Pas d'un seul bloc. Pas avec une pureté soudaine. Il entre lentement. Par fragments. Par embarras. Par saturation. Parce qu'à un certain niveau de visibilité, le système Capone ne peut plus être traité comme une anomalie locale. Jusque-là, beaucoup avaient pu composer. Les élus avec leur prudence. Les policiers avec leurs limites. Les commerçants avec leurs arrangements. Les citoyens avec leurs contradictions. La presse avec sa fascination mêlée d'indignation. Mais lorsque le crime devient à ce point visible qu'il commence à définir l'image même de la ville, alors une nouvelle question surgit. Si Chicago laisse cela durer, que dit-elle d'elle-même? Et si l'Amérique tout entière voit ce que Chicago laisse prospérer, que dit cela du pays? Le problème change d'échelle. Capone n'est plus seulement un chef puissant dans un environnement poreux. Il devient une gêne nationale. Le scandale cesse d'être seulement criminel. Il devient institutionnel. Ce n'est plus seulement « combien d'hommes a-t-il? Combien d'argent fait-il circuler? Combien de bars contrôle-t-il ?» La vraie question devient combien de temps encore l'autorité officielle peut-elle tolérer qu'un homme privé semble incarner plus visiblement le pouvoir que certaines institutions publiques? Capone, par sa visibilité même, commence à humilier le système. Il ne se contente plus d'exister sous la table. Il oblige la table entière à reconnaître qu'elle n'est plus stable. Chaque photo, chaque rumeur, chaque article, chaque fusillade commentée. Tout cela fabrique une vérité insupportable. L'état légal paraît moins impressionnant que l'homme qu'il devrait contenir. Le pouvoir réagit alors non seulement à des crimes. Il réagit à une concurrence de prestige. Le pouvoir n'est jamais seulement une question de force brute. C'est aussi une question de croyance. Qui semble tenir la situation? Qui paraît capable d'imposer un ordre, même tordu? Qui inspire la peur la plus immédiate? Qui donne l'impression d'être suivi, protégé, relayé? Tant que Capone apparaît comme une présence plus consistante que les autorités censées le limiter, il gagne une part du terrain symbolique. Le plus troublant, c'est que cette entrée du pouvoir officiel dans la pièce ne signifie pas encore une offensive claire. Elle commence par l'observation, par la gêne, par des luttes de compétences, par des hésitations. Qui doit agir vraiment? La ville? Le comté? L'État? Le fédéral? Qui possède les moyens, les preuves, la volonté, le bon angle d'attaque? Qui veut prendre le risque politique? Qui supportera l'échec si Capone résiste? Plus un système est vaste,
plus sa contre-attaque exige une coordination que les institutions imparfaites ont du mal à produire rapidement. Pendant ce temps, Capone continue. Il sait que l'attention monte. Mais il sait aussi que l'attention n'est pas encore l'action. Entre le moment où un pouvoir est identifié comme intolérable et le moment où une réponse cohérente se met en place, il existe une fenêtre. Une fenêtre où l'on voit clairement le danger sans encore savoir comment le briser. Capone prospère précisément dans cet intervalle. Dans un bureau officiel, tard le soir, plusieurs hommes lisent des documents différents sur le même problème. L'un parle d'ordre public, l'autre de réputation de la ville, un troisième de fiscalité, un quatrième de corruption locale. Chacun regarde le même monstre, mais par une fissure différente. Ils ne mentent pas. Ils ne sont pas tous lâches. Ils ne sont pas tous impuissants. Mais ils ne voient pas encore avec un seul regard. Or un système comme celui de Capone profite de chaque seconde où le pouvoir qui lui fait face reste morcelé dans sa compréhension même. Pour résister à une organisation clandestine bien huilée, l'État ne peut pas se contenter d'être plus vertueux. Il doit devenir plus intelligent. Il doit choisir son angle. Il doit comprendre où le système paraît fort et où, derrière le spectacle, il est en réalité vulnérable. Et ce travail demande du temps, de la patience, de la coordination. Tout ce que l'imaginaire populaire aime moins que les coups de feu. Tout ce qui, pourtant, finit parfois par décider de l'issue. La légende protège longtemps. Elle simplifie le monde. Elle écrase les nuances. Elle transforme un homme en évidence. On n'a plus besoin de tout savoir de lui pour croire qu'il est partout. On n'a plus besoin de tout prouver pour sentir son poids. Et dans la phase ascendante d'un pouvoir criminel, cela vaut de l'or. La réputation travaille avant les hommes. La peur ouvre des portes avant même qu'il faille les forcer. Le nom lui-même devient une économie de violence. Mais le mythe a une loi secrète. À partir d'un certain point, ce qui vous a élevé commence à vous figer. Ce qui vous a rendu énorme vous rend visible. Ce qui vous a rendu visible vous rend central. Et ce qui vous rend central finit par concentrer contre vous des regards qui, un jour, ne regardent plus seulement avec peur ou fascination, mais avec méthode. C'est exactement ce qui arrive à Capone. Au début, sa célébrité amplifie sa puissance. Elle lui donne une aura. Elle simplifie les rapports de force. Elle transforme chaque geste en message. Mais plus un système se condense dans un personnage, plus il devient attaquable symboliquement. Tant que la corruption est diffuse, chacun peut prétendre qu'elle n'est pas son affaire entière. Tant que les circuits criminels sont fragmentés, on peut les traiter comme une somme de problèmes locaux. Mais lorsqu'un nom commence à résumer tout cela, une tentation nouvelle apparaît pour le pouvoir. Frapper ce nom, c'est prétendre frapper l'ensemble. Capone a voulu être plus qu'un homme de l'ombre. Il y a gagné une forme de domination. Il y a aussi gagné le risque d'être choisi comme cible exemplaire. Ce n'est pas seulement que les autorités veulent enfin agir. C'est qu'elles comprennent progressivement qu'agir contre Capone produirait quelque chose de plus grand qu'une arrestation. Cela enverrait un message. Cela restaurerait un peu de prestige. Cela permettrait de dire que le système n'est pas complètement impuissant face à la figure la plus éclatante du désordre. Dans ce genre de moment, l'enjeu n'est plus simplement juridique. Il devient théâtral au sens politique du terme. Qui dominera le récit? Le gangster qui incarne l'invulnérabilité? Ou l'institution qui veut prouver qu'elle peut encore fixer la limite? Quand on est devenu une légende vivante, on ne peut plus gérer comme avant. Chaque recul paraît une faiblesse. Chaque compromis paraît une perte de stature. Chaque prudence paraît suspecte. Un homme moins connu peut négocier, se cacher, se faire oublier, se recomposer. Un homme comme Capone, beaucoup moins. Parce que sa puissance dépend aussi de la continuité de sa propre image. Il ne lui suffit plus d'être efficace. Il doit rester impressionnant. Or rester impressionnant coûte cher. En argent. En tension. En exposition. En surenchère parfois. Capone n'est pas seulement observé par ses ennemis. Il est observé par ses alliés, par ses rivaux, par les hommes de second rang qui évaluent sans cesse si la machine tient encore, si le centre est toujours solide, si le nom fait toujours effet. Un mythe rassure tant qu'il reste intact. S'il se fissure, la fissure peut voyager plus vite que la vérité. La presse qui, hier encore, amplifiait le personnage, contribue désormais à le piéger dans sa propre silhouette. Chaque nouvelle mention fige un peu plus le récit. Chaque photographie ajoute une couche de visibilité. Chaque article le sort davantage de la simple opération clandestine pour l'installer dans une scène nationale. Capone ne circule plus seulement dans Chicago. Il circule dans l'imaginaire américain. Et cela le rend plus grand, oui. Mais aussi plus simple à désigner. Plus simple à fixer. Plus simple à transformer en symbole de ce qu'il faut enfin arrêter. Dans un café, deux hommes lisent le journal. Ils ne sont ni policiers ni membres d'un gang. Juste deux citoyens. L'un pose son doigt sur un nom qu'il a déjà vu 10 fois. Capone. Il secoue la tête. L'autre sourit d'un air fatigué. Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails. Le nom suffit.
Il résume le trouble de la ville. Le pouvoir officiel le sait désormais. Lorsqu'un nom atteint ce niveau de condensation symbolique, le combattre n'est plus seulement une affaire d'enquête. C'est une opération de reconquête morale. Le mythe ne fragilise pas seulement Capone de l'extérieur. Il fragilise aussi sa structure. Parce qu'une organisation durable a besoin d'opacité. Elle a besoin de couches, de distance, de compartiments. Or la célébrité déteste les compartiments. Elle ramène tout vers le centre. Elle attire les curieux, les traîtres potentiels, les ambitieux, les observateurs, les institutions. Elle oblige le système à vivre sous pression. Et plus le centre devient incandescent, plus la périphérie risque de chauffer à son tour. Capone n'est plus protégé par son mythe. Il commence à être exposé par lui. Jusqu'ici, nous avons vu une ville dont la géographie permet la circulation. Nous avons vu une économie assez tendue pour récompenser les marges les plus sombres. Nous avons vu une société qui consomme encore ce qu'elle prétend condamner. Nous avons vu un système politique dont la légitimité existe encore, mais dont l'autorité vécue s'allège. Nous avons vu des acteurs multiples, chacun pris dans ses propres intérêts, au point que personne ne contrôle vraiment l'ensemble. Nous avons vu enfin comment Capone a cessé d'être un homme du milieu pour devenir une légende vivante. Et nous avons vu le piège. À force de devenir le visage du désordre, il a commencé à offrir au pouvoir une cible symbolique. Autrement dit, l'histoire n'est pas celle d'un homme qui aurait simplement profité d'un vide. C'est l'histoire d'un système complet. Un système de flux, de peur, d'habitude, de prestige et de compromission graduelle. Capone n'a pas créé ce monde à lui seul. Il a compris plus vite que d'autres comment y régner. Mais à partir de maintenant, on quitte peu à peu la surface des mécanismes pour entrer dans ce qu'ils détruisent de plus profond. Pas seulement l'ordre. Pas seulement la loi. Quelque chose de plus fragile encore. La confiance. La croyance quotidienne que la ville tient. Que les institutions savent encore où sont les limites. Que le monde visible repose sur une structure invisible assez solide pour ne pas céder. Et c'est là que l'affaire Capone devient plus inquiétante que sa propre légende. Car le plus terrible, dans ce genre de crise, n'est pas le moment où tout le monde voit la violence. Le plus terrible, c'est le moment où la société comprend que la violence n'était peut-être que le symptôme le plus bruyant d'une dégradation plus ancienne. On peut vivre avec un gangster célèbre. On peut même, pendant un temps, le transformer en personnage public. Ce qui devient beaucoup plus dangereux, c'est quand son existence commence à redéfinir le comportement des autres. Il y a un moment, dans les grandes crises, où le problème cesse d'être seulement économique ou politique. Les marchandises continuent parfois de circuler. Les institutions continuent parfois de parler. Les hommes de pouvoir continuent parfois de signer, d'ordonner, de promettre. Et pourtant quelque chose de plus essentiel se dérègle. La confiance. La confiance n'est pas un sentiment abstrait. C'est une infrastructure. Invisible, oui. Mais aussi nécessaire qu'un pont, qu'une voie ferrée, qu'un quai bien entretenu. Une grande ville moderne tient parce que des millions de gestes supposent que certaines choses vont encore fonctionner demain. Qu'un paiement vaut encore quelque chose. Qu'un ordre sera exécuté. Qu'une rumeur n'est pas plus puissante qu'un communiqué. Qu'un nom connu ne pèse pas davantage qu'une institution. Or c'est précisément cela que l'ère Capone commence à fissurer. La première scène se passe tôt. Pas dans un tribunal. Pas dans un bureau de police. Dans une file. Un matin froid, devant un établissement ordinaire, quelques hommes attendent plutôt qu'à l'habitude. Ils ne parlent pas fort. L'un a entendu que le quartier voisin a changé de main. Un autre dit qu'il vaut mieux venir maintenant, avant le soir. Un troisième jure qu'un convoi n'est jamais arrivé à destination. Personne ne sait exactement. Mais chacun sait assez pour modifier son comportement. Ce n'est pas encore la panique. C'est pire, d'une certaine façon. C'est l'ajustement discret. Dans les sociétés qui glissent, la foule ne bascule pas d'un coup. Elle se déplace d'abord d'un demi-pas. On vient plus tôt. On achète un peu plus. On observe davantage. On évite certaines rues. On regarde si d'autres regardent. Le système tient encore, mais il coûte déjà plus d'attention mentale qu'avant. Et ce coût-là est énorme. Car plus la vie ordinaire exige de vigilance, moins la confiance circule librement. La peur ne commence pas avec la panique. Elle commence avec le calcul. La deuxième scène se passe dans une cuisine. Une table simple. Le journal du jour posé à plat. Une tasse qui refroidit. Deux personnes lisent le même article en silence. Pas un long dossier. Quelques lignes suffisent. Un nom. Capone. Encore. Un nouveau récit. Une nouvelle présence. Une nouvelle preuve que la ville a désormais un centre de gravité officieux que tout le monde connaît. Même ceux qui prétendent encore n'en parler qu'en passant. Le journal devient une pièce du mécanisme. Il relie des quartiers qui ne se parlent pas. Il unifie les peurs dispersées. Il synchronise l'imaginaire. Un homme lit au sud. Un autre à l'ouest. Un commerçant au centre. Un élu dans son bureau.
un policier dans une salle de repos. Tous voient le même nom. Tous ajustent un peu leur perception de ce qui tient encore et de ce qui ne tient plus tout à fait. La presse ne crée pas la crise de confiance à elle seule. Mais elle la rend simultanée. Lorsqu'une inquiétude devient simultanée, elle change de nature. À partir du moment où les signes sont partagés, la ville commence à vivre dans un même récit nerveux. Un récit où chacun sait que les autres savent. Et cela suffit à modifier l'ambiance. Dans les commerces, dans les fils, dans les trajets, dans la manière de parler de la police, des élus, de la sécurité, de l'avenir même. La confiance est l'hypothèse quotidienne que le monde commun est plus solide que les peurs individuelles. Lorsqu'elle recule, ce n'est pas seulement l'ordre public qui souffre. C'est la texture même de la vie. On devient plus prudent avec l'argent. Plus rapide à croire une rumeur. Plus tenté de se protéger seul. Et dès que chacun commence à se protéger seul, le système collectif devient plus fragile. À la tombée du jour, dans une rue commerçante, un mouvement court soudain d'une porte à l'autre. Quelqu'un a dit qu'il valait mieux fermer plus tôt. Quelqu'un d'autre affirme qu'un affrontement se prépare plus loin. On ne sait pas si c'est vrai. Mais en quelques minutes, des regards changent. Des mains accélèrent. Des volets descendent plus vite. Des clients sortent avant d'avoir fini. Une tension sans forme claire se répand. Et puis ce moment infime, la foule change d'état. Jusque-là, chacun observait seul. Maintenant, chacun observe les autres en train d'observer. La prudence devient contagieuse. Le quartier comprend qu'il ne réagit plus à un fait vérifié, mais à une atmosphère. Et cette atmosphère suffit. À Chicago, à mesure que Capone devient à la fois homme, système, rumeur et symbole, la croyance commune se détériore. Pas partout avec la même intensité. Pas le même jour pour tous. Mais assez pour que la vie ordinaire se tende. Assez pour que les institutions paraissent plus lointaines que les réflexes de quartier. Assez pour que le journal du matin, la file devant une porte, le murmure entre deux commerces, deviennent des indicateurs plus puissants que bien des discours officiels. Quand la confiance commence à se briser, les sociétés ne tombent pas d'un seul coup. Elles tombent par dominos. Pas toujours avec fracas. Parfois avec des gestes très simples. Une précaution de plus. Une porte fermée plus tôt. Une livraison annulée. Un retrait d'argent. Un détour. Un silence. Et c'est justement ce qui rend ce moment si difficile à arrêter. Chaque geste paraît rationnel à l'échelle de celui qui le fait, mais l'addition de tous ces gestes produit une catastrophe collective. Le premier domino, c'est la peur qui modifie les comportements économiques. Un matin, dans un quartier de Chicago, un commerçant lève son rideau plus lentement que d'habitude. Il a entendu parler d'un possible affrontement. Il ne sait pas s'il aura lieu. Il ne veut pas prendre de risques. Alors il commande moins. Il garde plus de liquidité. Il dit à un fournisseur de repasser demain. Il ferme peut-être une heure plus tôt le soir venu. Juste une adaptation. Mais cette adaptation produit déjà autre chose. Le fournisseur vend moins. Le transporteur attend davantage. Le petit salarié perd quelques heures. Le client trouve moins de stock, moins de choix, moins de fluidité. Le quartier sent que quelque chose se contracte. Autrement dit, la peur n'est plus seulement une émotion. Elle devient une variable économique. Et quand cette variable entre dans le système, elle se diffuse très vite. Un commerce prudent entraîne un autre. Un quartier nerveux contamine le voisin. Un petit ralentissement local devient une atmosphère commerciale. Ce n'est pas encore l'arrêt de la ville. Mais c'est le début d'un ralentissement défensif. Chacun garde plus pour soi. Chacun protège son propre horizon. Et plus chacun protège son horizon, plus l'ensemble devient fragile. Le deuxième domino, c'est l'autosauvetage du quotidien. Dans une cuisine, en fin d'après-midi, une femme regarde ce qu'il reste dans les placards. Elle ne sait pas exactement ce qui va arriver. Mais elle a entendu les autres. Elle sait que certaines rues deviennent incertaines après la tombée du jour. Elle sait que des commerces sont fermés plus tôt. Elle sait qu'on parle, encore et encore, du même nom, des mêmes tensions, des mêmes signes. Alors elle fait ce que font beaucoup de gens lorsque le système paraît moins fiable. Elle anticipe seule. Elle achète un peu plus tôt. Un peu plus que nécessaire. Elle garde. Elle stocke à son échelle. Ce geste est humain. Il est logique. Il est même respectable si l'on regarde son foyer. Mais à l'échelle de la ville, il devient corrosif. Parce que si beaucoup font la même chose, les rayons se vident plus vite. Les fils s'allongent. Les rumeurs se confirment d'elles-mêmes. Et la pénurie commence à exister avant même que le manque réel soit total. Le système ne souffre pas seulement de ce qu'il perd. Il souffre aussi de ce que les gens craignent qu'ils perdent. Une société commence à se dérégler profondément quand l'instinct de conservation ordinaire devient un accélérateur de désordre. Quand acheter un peu plus fragilise les autres. Quand fermer plus tôt rend la rue plus vide et donc plus inquiétante. Quand retirer son argent affaiblit la confiance dans ceux qui en ont encore besoin.
quand se taire devient raisonnable et que ce silence protège davantage les réseaux informels que les institutions. Le geste de se sauver soi-même commence alors à coûter très cher au monde commun. Le troisième domino, c'est la paralysie des institutions locales. On imagine souvent que les autorités perdent la main seulement quand elles sont vaincues frontalement. En réalité, elles la perdent souvent bien avant. Elles la perdent quand tout le monde agit plus vite qu'elles. Quand les rumeurs circulent avant les communiqués. Quand les commerçants changent leurs horaires avant les consignes. Quand les quartiers apprennent à se gouverner par prudence avant que la mairie n'ait trouvé le bon ton. L'institution parle encore. Mais elle parle dans un monde qui a déjà commencé à se réorganiser sans elle. Dans un bureau municipal, tard le soir, la lumière reste allumée sur une table de travail. Des papiers sont ouverts. Des cartes. Des notes. Des téléphones qui ont trop sonné. Un homme lit une synthèse. Un autre demande un rapport. Un troisième veut attendre confirmation. Pendant ce temps, dehors, la ville n'attend plus. Elle a déjà déplacé ses habitudes. Elle a déjà transformé le bruit en précaution. Et c'est cela qui détruit l'autorité vécue. Non pas le fait que l'État soit absent, mais le fait qu'il arrive après les réflexes. Les trois dominos se nourrissent entre eux. La peur réduit les échanges. La réduction des échanges rend les gens plus nerveux. Cette nervosité les pousse à se sauver eux-mêmes. Le sauvetage individuel crée des tensions visibles. Ces tensions rendent l'autorité moins crédible. Et une autorité moins crédible nourrit plus de peur encore. C'est un cercle. Mais un cercle qui s'accélère. Même Capone ne contrôle plus tout. Son pouvoir a aidé à fabriquer ce climat. Oui. Son nom le nourrit. Oui. Mais à ce stade, le système entre dans une logique plus vaste que lui. Les commerçants, les familles, les petits intermédiaires, les élus locaux, la police, la presse, chacun ajoute une poussée au mouvement général. Le domino ne tombe plus parce qu'un homme le pousse. Il tombe parce que toute la table est devenue instable. Une avenue de Chicago, tard dans la nuit. Des vitrines éteintes plus tôt qu'avant. Un vent froid qui balaie les papiers légers près du trottoir. Une lumière seule dans une fenêtre haute. Un tramway plus vide que d'habitude. Au loin, rien de spectaculaire. Juste une ville qui semble encore debout. Et pourtant, quelque chose a changé. Le silence n'est plus celui du repos. C'est celui d'un organisme qui retient son souffle. On arrive au point de non-retour. Le 14 février 1929, Chicago se réveille dans un froid sec. L'air coupe les joues. Le vent venu du lac glisse entre les façades. Les camions roulent. Les commerces ouvrent. Les hommes pressent le pas. En apparence, c'est encore une matinée ordinaire dans une métropole qui a appris à vivre avec ses tensions. Mais à l'intérieur de cette matinée, quelque chose attend. Quelque chose qui ne va pas seulement ensanglanter un garage. Quelque chose qui va déplacer la position morale de toute l'affaire Capone. Dans un bâtiment de North Clark Street, plusieurs hommes liés au camp de Bug Moran se trouvent réunis. L'espace est banal. Un garage, une cour, des murs, du froid, du béton, rien d'héroïque. Puis viennent les silhouettes. Des hommes armés. L'ordre bref. La mise en ligne contre le mur. Le théâtre d'une autorité qui emprunte même l'apparence de la légalité pour mieux désarmer le réflexe de fuite. Et ensuite, la déflagration. Ce qui se joue ici n'est pas seulement un massacre. C'est un message. Jusque-là, beaucoup de violences avaient pu être absorbées par la routine sale de la ville. On savait. On devinait. On contournait. On s'habituait. Mais cette fois, quelque chose change. Le sang sur le béton, les corps alignés, la froideur méthodique de l'exécution, tout cela condense en une seule scène ce que la ville se racontait encore par fragments. Le désordre n'est plus un bruit de fond. Il prend la forme d'une démonstration. Et c'est cela, le véritable point de non-retour. Non pas parce que Capone aurait inventé ce jour-là la violence. Non pas même parce que cette fusillade serait objectivement la seule plus terrible que les autres. Mais parce qu'elle rend désormais impossible un certain mensonge collectif. Le mensonge selon lequel la ville pourrait continuer à traiter cet univers comme une nuisance localisée, un arrangement regrettable, un prix à payer pour que les affaires tournent encore. À partir de ce moment, l'affaire n'est plus seulement criminelle. Elle devient insoutenable symboliquement. Dans les rues, d'abord. Pas sous la forme d'une émeute. Sous la forme d'un silence plus lourd encore que d'habitude. Des vitrines s'ouvrent, mais les conversations changent. Les journaux s'arrachent. Le nom de Capone circule plus vite, plus densément, plus dangereusement. Même ceux qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé comprennent que quelque chose a franchi une limite. Les fils du matin ne sont plus tout à fait les mêmes. On parle bas. On vérifie plus. On regarde les visages avec une seconde de trop. Le citoyen ordinaire ne sait pas tout. Mais il sent que le pacte tacite entre l'habitude et le déni commence à céder. Le quartier ne reçoit pas seulement la nouvelle d'un massacre. Il reçoit la confirmation que la violence organisée peut désormais surgir avec une discipline glacée, presque administrative.
Et cette précision-là effraie davantage que le chaos pur. Car le chaos peut sembler accidentel. La méthode, elle, annonce la durée. Les familles rentrent plus tôt. Les commerçants réévaluent leurs horaires. Les hommes qui vivaient déjà à demi dans l'évitement comprennent que l'évitement devra devenir une règle. La peur descend d'un cran dans le corps social. Elle cesse d'être une rumeur. Elle devient une donnée. Dans les bureaux, le massacre agit comme une gifle publique. La police locale ne peut plus prétendre qu'il s'agit d'une simple friction périphérique. Les élus ne peuvent plus s'abriter aussi facilement derrière la complexité des quartiers ou la routine des arrangements. La presse, cette force qui avait aidé à agrandir le mythe, contribue maintenant à l'encercler. À partir de là, le coût politique de l'inaction monte brutalement. Non pas parce que les consciences se purifient soudain, mais parce que l'humiliation devient visible à l'échelle nationale. La vraie décision arrive alors. Si l'on ne peut pas encore l'abattre comme chef de guerre de rue, alors il faudra le démonter autrement. Il faudra cesser de poursuivre seulement l'image la plus bruyante du monstre et chercher la couture moins spectaculaire de son empire. L'argent, les comptes, les preuves indirectes, les irrégularités qui paraissent ternes à côté des armes, mais qui laissent une prise plus solide. Autrement dit, après le choc du sang, le pouvoir commence enfin à choisir le froid. Capone n'est pas seulement un producteur de peur. Il est le sommet visible d'une organisation qui vit de flux, de calculs, de paiements, d'habitudes, de dépendance. Et ce type d'organisation, si l'on veut réellement l'atteindre, ne tombe pas forcément là où le public regarde. Il faut parfois passer par la porte que la légende méprise. L'Amérique moderne regarde Chicago et voit plus qu'un fait divers. Elle voit une ville majeure du pays offrir au monde l'image d'une puissance criminelle presque rivale de l'autorité publique. Pour un État qui se veut modèle de modernité, de loi et de capacité administrative, ce spectacle coûte cher. Il touche la réputation nationale. Il touche la confiance. Il touche la narration que les États-Unis veulent faire d'eux-mêmes. Si un homme comme Capone semble incarner l'ordre réel d'une grande métropole, alors le problème n'est plus seulement municipal. Il devient américain. Les trois lignes se referment en même temps. Le quotidien se tend. L'institution durcit. Le regard national se fixe. Et au centre, Capone croit encore pouvoir jouer dans l'ancien monde. C'est là sa grande erreur. Il pense encore dans la logique qui l'a fait roi. Pression, réseau, visibilité, réputation, intimidation. Mais après le massacre, le terrain a changé. Le système qu'il a contribué à fabriquer exige désormais de l'État une réponse moins théâtrale, plus patiente, plus froide. Et cette réponse-là est précisément celle contre laquelle la légende protège le moins. Le 14 février 1929 ne détruit pas d'un coup toute l'illusion. Mais il la déchire assez pour que personne, désormais, ne puisse la recoudre proprement. Le garage devient alors bien plus qu'une scène de meurtre. Il devient une chambre d'écho. Le point où tout ce qui était diffus se condense. La géographie de la ville. L'économie de l'alcool. La corruption tolérée. La presse fascinée. La peur des habitants. L'embarras des élus. Tout se rejoint là, dans ce froid de février, devant ce mur. À partir de cet instant, Capone n'avance plus vers sa gloire. Il avance vers sa méthode de chute. Lorsqu'un seuil est franchi, tout le monde ne paie pas de la même manière. C'est une erreur fréquente des récits historiques que de croire qu'après un grand choc, la société entre dans une même séquence morale, comme si le scandale alignait soudain les intérêts, les souffrances et les responsabilités. En réalité, un événement comme celui du 14 février redistribue d'abord les coups de façon très inégale. Certains perdent immédiatement. D'autres se protègent encore. D'autres comprennent trop tard que le monde dans lequel ils prospéraient vient de changer de température. Les premiers à payer, ce sont les hommes de la périphérie. Pas les visages les plus célèbres. Pas les chefs encore retranchés derrière leur stature. Mais ceux qui vivaient du système sans le contrôler vraiment. Les intermédiaires. Les relayeurs. Les commerçants troubles. Les transporteurs assez visibles pour être exposés, pas assez puissants pour être intouchables. Après un point de non-retour, ce sont eux qui deviennent soudain vulnérables. Le climat se durcit. Les contrôles se multiplient. Les loyautés deviennent plus chères. Les protections se resserrent. On n'a pas encore abattu le centre, mais la périphérie commence à sentir l'étau. Une arrière-salle devenue trop calme. Là où, quelques semaines plus tôt, les hommes entraient avec une assurance nerveuse, quelque chose a changé. On parle moins haut. On attend plus longtemps avant de répondre. Un visage connu manque à l'appel. Un autre évite de rester trop tard. Le café refroidit. Les regards durent un peu trop. Personne ne dit encore que la machine vacille. Mais chacun comprend que la moindre erreur coûtera davantage qu'avant. Le risque, jusque-là intégré comme composante normale du métier, devient plus dense, plus cher, moins abstrait. Deuxième catégorie à payer, les habitants ordinaires des zones déjà tendues. Ce ne sont pas eux qui ont construit l'empire. Ce ne sont pas eux qui ont encaissé les marges.
Mais ce sont eux qui vivent dans les quartiers où la peur se transforme le plus vite en discipline quotidienne. Une mère change l'itinéraire de son enfant. Un père rentre plus tôt. Un commerce ferme avant la nuit. Une rue perd un peu de sa respiration. On pourrait croire que ce ne sont là que des ajustements mineurs. Mais lorsque les habitants ordinaires modifient leurs gestes à cause d'un climat criminel, le coût social réel commence. Pas seulement parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils réorganisent leur vie autour de cette peur. Moins d'ouverture. Moins de confiance. Moins de spontanéité dans les échanges. Plus de fatigue mentale. Plus de soupçons. Plus de prudence incorporée au quotidien. Autrement dit, le système Capone ne ruine pas seulement ceux qu'il tue ou qu'il corrompt. Il appauvrit aussi les gestes les plus simples. Sortir. Hâter. Rentrer. Attendre. Laisser un enfant descendre la rue. Fermer une boutique à l'heure normale. Tout cela devient un peu plus lourd. Troisième catégorie à payer, les institutions locales elles-mêmes. Le point de non-retour ne signifie pas seulement que l'État veut désormais agir. Il signifie aussi qu'on voit plus nettement qu'il aurait dû agir autrement plus tôt. Chaque nouveau regard sur le massacre réévalue le passé. Chaque article réécrit les années précédentes. Chaque commentaire pose la même question. Comment a-t-on laissé la situation atteindre ce stade? Et cette question est toxique pour les autorités locales. Parce qu'elle transforme leur retard en passif politique. Leur prudence en faiblesse. Leur ambiguïté en soupçon. Une institution paie très cher lorsqu'elle perd non seulement de l'autorité, mais aussi le bénéfice du doute. Tant que les citoyens pensent qu'elle fait ce qu'elle peut dans un monde difficile, elle conserve encore un peu de crédit. À partir du moment où ils commencent à se demander si elle a voulu voir, si elle a pu voir, ou si elle a choisi de ne pas trop voir, le problème change de nature. On ne parle plus seulement d'impuissance. On parle de faillite de confiance. Et réparer cette faillite est infiniment plus long que lancer une opération spectaculaire. Quatrième catégorie à payer, les rivaux. Le point de non-retour ne fragilise pas seulement Capone. Il durcit l'ensemble du terrain. Les organisations concurrentes, les ennemis, les figures déjà impliquées dans la guerre des circuits, comprennent elles aussi que l'ancien jeu devient plus dangereux. Le massacre n'effraie pas uniquement la société civile. Il modifie le calcul de tous les acteurs du milieu. À partir de maintenant, continuer à jouer comme avant signifie s'exposer à une réponse plus large. Le terrain s'étroit. La marge d'improvisation recule. Le désordre, qui servait jusque-là d'abri partiel, commence à attirer une lumière plus froide. Et puis il y a la dernière catégorie. Capone lui-même. Pas encore comme homme puni. Pas encore comme prisonnier. Pas encore comme corps en déclin. Mais comme centre devenu trop dense. À partir de maintenant, tout ce qui l'a rendu grand devient plus lourd à porter. Son nom ne circule plus comme simple menace. Il circule comme problème à résoudre. Sa célébrité ne sert plus seulement à intimider. Elle sert à le fixer dans l'esprit public. Ces réseaux ne constituent plus seulement une force. Ils deviennent aussi des surfaces d'enquête possibles. Son personnage ne l'élève plus sans coup. Il le rend de moins en moins mobile. Le premier prix qu'il paie vraiment n'est pas encore la liberté. C'est la souplesse. Un homme de l'ombre peut se contracter, se déplacer, disparaître en partie, recomposer ses liens. Un homme devenu symbole beaucoup moins. Capone commence à vivre dans un espace qui se referme autour de lui. La ville parle de lui. L'État pense à lui. La presse revient à lui. Ses alliés évaluent sa capacité à tenir. Ses ennemis guettent. Le système entier se met à peser davantage sur son centre. Une grande pièce, tard. Rideau tiré. Lumière faible. On apporte des chiffres, des nouvelles, des noms, des inquiétudes. Quelqu'un parle d'un contrôle plus dur. Un autre d'une perte localisée. Un troisième de la nécessité de rassurer certains contacts. Capone écoute. Il paraît encore solide. Encore maître de lui. Encore entouré. Mais quelque chose a changé que même ses plus proches perçoivent sans vouloir le dire. Ce n'est plus une nuit ordinaire dans un empire qui avance. C'est une nuit dans un empire qui commence à devoir se défendre contre le temps long. Et cela, les empires criminels le font mal. Ils savent frapper. Ils savent acheter. Ils savent dissuader. Ils savent compenser vite. Mais ils savent moins bien répondre à une pression qui n'explose pas tout de suite, qui ne se présente pas comme une bataille unique, qui avance par dossier, par patience, par méthode, par refroidissement progressif du terrain autour d'eux. Ce qu'ils paient immédiatement, au fond, ce n'est pas seulement le prix d'un massacre. Ils paient le prix d'une bascule d'atmosphère. La ville a changé de regard. Et lorsqu'une ville change de regard sur un pouvoir parallèle, le compte à rebours a déjà commencé. Les empires criminels rêvent souvent d'une fin théâtrale. Une dernière rue. Une dernière rafale. Une trahison spectaculaire. Un corps retrouvé dans l'aube glacée. Quelque chose à la mesure de l'image qu'ils ont imposée au monde. Mais l'histoire, lorsqu'elle devient vraiment cruelle, choisit parfois un autre registre. Un registre moins glorieux. Moins lyrique.
Plus administratif d'abord, puis plus biologique, plus humiliant, plus lent. Et dans le cas de Capone, c'est précisément là que réside la vraie violence de la faim. La première transformation durable est institutionnelle. L'État américain apprend quelque chose de décisif. Il apprend qu'un pouvoir parallèle aussi visible ne doit pas seulement être affronté par la rue ou par la morale. Il peut être démonté par la patience fiscale, judiciaire et fédérale. En d'autres termes, l'affaire Capone contribue à durcir un modèle de réponse moderne. Quand le crime organisé devient trop solide pour être brisé par les instruments locaux seuls, le centre fédéral entre dans la danse avec d'autres outils, d'autres compétences, d'autres temporalités. La légende populaire retient souvent l'ironie. Le roi du crime tombe pour fraude fiscale. Mais derrière cette ironie, il y a une modification beaucoup plus profonde. L'État comprend que les structures criminelles peuvent être moins vulnérables à l'indignation qu'à l'architecture juridique. Moins vulnérables aux grands discours qu'aux dossiers minutieux. Moins vulnérables à la colère qu'à la coordination. Et cette leçon ne disparaît pas avec Capone. Elle reste. La deuxième transformation durable est symbolique. Chicago, et au-delà l'Amérique, ne peuvent plus regarder un gangster célèbre de la même manière. Pas parce que la fascination s'éteint. Au contraire. Elle continue. Mais elle change de texture. Capone n'est plus seulement un homme dangereux devenu célèbre. Il devient un cas national, un repère narratif, un nom qui permet de raconter à la fois la corruption urbaine, la prohibition, la célébrité criminelle, la faiblesse locale, la montée du fédéral, et la vulnérabilité d'une société qui s'était crue assez forte pour interdire sans déstabiliser. Son nom cesse d'appartenir uniquement au présent de ses crimes. Il entre dans la mémoire longue du pays. Une fois un homme comme Capone neutralisé, la société commence à réécrire ce qu'il fut. Certains le figent en monstre pur, comme si le système qui l'avait nourri pouvait disparaître derrière son seul visage. D'autres le transforment en personnage presque mythologique, en incarnation romantique d'une brutalité américaine plus grande que nature. Dans les deux cas, quelque chose se perd. On simplifie, on transforme, on trie les responsabilités. Capone reste. Beaucoup d'autres disparaissent dans les marges. Les élus ambigus, les policiers compromis, les commerçants accommodants, les médiateurs, les profiteurs moins visibles. Tous ceux qui ont permis au système de fonctionner sans jamais devenir son visage officiel. Le récit aime le monstre unique parce qu'il rassure. Il donne l'impression qu'en retirant une figure, on a compris la maladie. Mais la réalité est plus dérangeante. Capone devient un mythe justement parce qu'il masque encore, par sa démesure, la banalité de tous ceux qui l'ont rendu possible. La troisième transformation durable est presque anthropologique. La figure du gangster célèbre change de statut dans la culture moderne. Avant Capone, le bandit peut encore relever d'un folklore local. Après Capone, le criminel peut être une célébrité nationale. Photographié, commenté, vendu comme image, consommé comme fiction vivante avant même sa disparition. Cette mutation dépasse largement l'homme. Elle annonce un siècle où le crime, le spectacle, la presse et plus tard l'écran apprendront à se nourrir les uns des autres. Le réel se confond plus facilement avec la représentation. L'effroi devient consommable. La violence devient récit. Le monstre devient marque. Capone n'invente pas cela tout seul, mais il en est l'un des grands seuils. Puis il faut revenir à l'homme lui-même. La chute institutionnelle est connue. Le procès. La condamnation. La prison. Puis ce déplacement plus terrible encore, Alcatraz, ce lieu dont le nom agit presque comme une seconde sentence symbolique. Là, l'empire n'existe plus. Le téléphone, les intermédiaires, les arrière-salles, les zones grises de Chicago, tout cela se rétracte à distance. Ce qui avait fait sa force, la circulation, la centralité, l'orchestre invisible autour de lui ne peut plus fonctionner de la même manière. Capone n'est plus un centre. Il devient un détenu. Et pour un homme dont toute la puissance reposait aussi sur l'effet produit sur les autres, cette réduction est immense. Mais la vraie fin n'est pas encore là. La vraie fin, celle qui transforme la chute en effacement, vient du corps. Le mythe du gangster suppose en général une image d'invincibilité virile. Un homme qui commande, qui encaisse, qui domine, qui garde jusqu'au bout quelque chose de sa stature. Or le destin biologique de Capone détruit précisément cette image. La maladie avance. La syphilis, contractée plus tôt dans sa vie, ronge lentement ce qu'il reste derrière le personnage. Le cerveau se brouille. Les capacités déclinent. La mémoire se trouble. La présence se fragmente. L'homme qui avait imposé son nom à une ville entière devient un être diminué, parfois absent à lui-même, presque déjà sorti de son propre récit. Il y a là une cruauté historique rare. Non pas seulement parce qu'il souffre, mais parce que cette fin contredit tout ce que son image promettait. Capone n'est pas emporté dans une apothéose violente. Il est défait par le temps, par la dégradation, par une lente décomposition intérieure. Pour la culture populaire,
cela restera toujours moins cinématographique qu'une mort au coin d'une rue. Pour l'histoire, c'est pourtant plus profond. Parce que la prison l'a privé de son monde. Et la maladie l'a privé de lui-même. Dans une villa de Floride, des années après Chicago, l'air est plus doux. La lumière plus humide. Le décor semble presque indigne de la légende noire. Pas de ville tendue. Pas de sirène. Pas de garage glacé. Pas de journaux hurlant au matin. Juste un homme usé dans une maison calme. Et cette scène, justement parce qu'elle paraît trop calme, réécrit tout. Le roi officieux du désordre finit hors de sa ville, hors de son théâtre, hors de sa propre intensité. Comme si l'histoire lui retirait une à une toutes les surfaces qu'il avait rendues immenses. L'histoire européenne a connu d'autres figures que la mémoire simplifie ainsi. Des hommes devenus symboles d'une époque de crise, de corruption ou de violence, puis transformés après coup en monstres isolés ou en figures presque littéraires. On pense moins au tissu de complicité qu'à l'éclat du personnage. On pense moins au système qu'à la silhouette. C'est une vieille habitude des sociétés. Quand elles veulent digérer une crise, elles la condensent dans un visage. Cela leur permet de raconter plus facilement le passé. Mais cela les empêche souvent de voir combien les mêmes mécanismes pourraient revenir sous d'autres formes. Ce qu'il reste alors d'Al Capone, à long terme, ce n'est pas seulement un nom criminel. C'est un triptyque. Un avertissement institutionnel. Ne jamais laisser les zones grises devenir un mode de gouvernement parallèle. Un avertissement culturel. La fascination peut nourrir ce qu'elle prétend condamner. Un avertissement humain enfin. Derrière les figures de toute puissance, il y a parfois des fins d'une misère presque nue. Et c'est peut-être cela, la vraie défaite. Pas seulement perdre un empire. Pas seulement perdre sa liberté. Mais finir réduit à une image qui survit mieux que l'homme réel. Le mythe reste. L'homme, lui, s'efface. Alors, qu'est-ce qu'Al Capone était vraiment? Un gangster, bien sûr. Un criminel majeur. Un homme de violence, d'organisation, d'intimidation, de profit. Un homme qui a contribué à faire de Chicago l'un des grands théâtres de la peur moderne. Mais si l'on s'arrête là, on rate encore l'essentiel. Car un personnage comme lui ne dure pas, ne grandit pas et ne devient pas un mythe par la seule force de sa brutalité. Ce que révèle vraiment cette histoire, c'est un motif plus large. Un motif que les sociétés refusent presque toujours de regarder en face tant qu'il n'a pas encore explosé. Un monstre public n'apparaît pas simplement parce qu'un homme est plus ambitieux ou plus cruel que les autres. Il apparaît lorsque plusieurs faiblesses ordinaires apprennent à fonctionner ensemble. Une loi trop sûre d'elle-même. Une demande sociale qu'elle ne comprend pas. Une économie qui récompense plus vite les marges obscures que le travail régulier. Des institutions trop fragmentées pour voir ensemble. Une presse qui dénonce et agrandit dans le même geste. Un public qui condamne, mais regarde. Des élus qui veulent éviter le pire sans jamais traiter le cœur du problème. Des quartiers qui s'adaptent. Des commerçants qui composent. Des citoyens qui apprennent à vivre un peu à côté de la règle officielle. Et puis, un homme assez intelligent, assez brutal, assez lisible, pour donner à toutes ces faiblesses un visage. C'est cela, le motif Capone. Pas seulement l'ascension d'un gangster. Mais la rencontre entre un individu capable et un système déjà prêt à le laisser pousser. Il faut même dire quelque chose de plus dérangeant. Capone n'a pas seulement prospéré dans les failles de l'ordre. Il a aussi prospéré dans le besoin d'ordre. Parce que lorsqu'une société doute de ses institutions sans vouloir l'admettre totalement, elle devient vulnérable à ceux qui offrent autre chose. De la rapidité, de la clarté, de la peur bien distribuée, des sanctions lisibles. Une continuité tordue mais tangible. Autrement dit, le pouvoir parallèle attire souvent moins parce qu'il est chaos pur que parce qu'il ressemble, à sa manière, à une réponse. Et c'est là que l'histoire cesse d'être seulement américaine. Les noms changent. Les époques changent. Les technologies changent. Mais la structure revient. Chaque fois qu'un système légal perd en crédibilité plus vite qu'il ne perd en apparence, chaque fois qu'une économie clandestine devient plus efficace à court terme que certaines procédures officielles. Chaque fois qu'un public se met à consommer avec fascination la figure même qui incarne le désordre, la tentation renaît. Pas forcément sous la forme d'un gangster en costume dans le Chicago des années 1920. Sous d'autres visages. D'autres réseaux. D'autres marchés. D'autres spectacles. Mais avec la même logique profonde. Voilà pourquoi la fin de Capone compte autant que son règne. Parce qu'elle corrige la légende. Elle rappelle qu'un pouvoir construit sur la peur peut sembler gigantesque et pourtant mourir d'une manière froide, lente, presque dégradante. Elle rappelle aussi qu'un État peut rester faible trop longtemps, puis frapper avec méthode lorsqu'il comprend enfin où se trouve la vraie couture. Mais elle rappelle surtout une chose que les récits héroïques et criminels aiment moins. Ce n'est pas au moment où le monstre tombe qu'il faut commencer à réfléchir. C'est au moment où il devient normal. La vraie question n'est donc pas « Comment un homme comme Capone a-t-il fini ?» La vraie question est « À quel moment une ville, une société, un pays,
commence-t-il à trouver vivable ce qui aurait dû leur sembler impossible bien plus tôt. Car c'est toujours ainsi que les grandes dérives avancent. Pas d'abord par l'extraordinaire. Par l'habitude. Par l'accommodation. Par les petits calculs raisonnables. Par les demi-renoncements. Par la fatigue morale. Puis, un jour, le système découvre qu'il a fabriqué un centre de gravité qu'il ne contrôle plus tout à fait. Et ce centre a un nom. Un visage. Une légende. Dans le cas de Chicago, ce nom fut Al Capone. Mais ce que l'histoire retiendra, si elle regarde bien, ce n'est pas seulement le cigare, la cicatrice, les journaux, le garage, la prison ou la Floride. C'est le mécanisme. La manière dont une société moderne, sûre de sa loi, de sa croissance et de sa supériorité morale, a pu laisser s'installer un pouvoir qui vivait du contraire exact de tout ce qu'elle prétendait défendre. Le reste, au fond, n'est que la surface. Le mythe fait du bruit. Le système, lui, travaille en silence. Et quand le mythe tombe, le silence reste. Il reste dans les archives, dans les photographies, dans les unes jaunies, dans les arrière-salles disparues, dans les quartiers qui ont appris trop vite certaines leçons. Il reste aussi dans la mémoire politique d'un pays qui a compris, à travers Capone, qu'un empire criminel moderne ne se combat ni par la pure morale, ni par la seule force, mais par la compréhension froide de ce qu'il a rendu possible. Peut-être est-ce cela, finalement, la vraie tristesse de cette histoire. Pas seulement la fin d'un homme diminué, mais le fait qu'il ait fallu aller jusque-là pour que tout le monde accepte de voir ce qui, depuis longtemps déjà, travaillait sous la ville. La nuit se referme ici. Sur un nom que l'Amérique n'a jamais vraiment oublié. Sur une ville qui a servi de laboratoire au crime moderne. Sur un homme qui a voulu devenir plus grand que le système et qui a fini par révéler ce système tout entier. Et si cette plongée vous a intéressé, alors nous pouvons continuer à ouvrir d'autres dossiers où l'histoire, la légende et le pouvoir cessent de coïncider. Parce qu'au fond, ce sont souvent les figures les plus célèbres qui cachent le mieux les vérités les plus profondes.